J'ai saisi plutôt l'occasion pour vous parler des trois figures des théoriciens qui s'inscrivent un petit peu dans cette articulation entre calcul combinatoire et formalisation algébrique. Alors, avant de commencer, je ne peux pas résister à faire une petite citation. On a parlé d'Alancon, on a parlé d'algèbre, des temps, etc. J'aime beaucoup cette citation en fait, qu'on retrouve pas mal dans les écrits d'Alancon, dans son dialogue avec Jean-Pierre Changeau, entre autres, dans le Triangle des pensées. Il a parlé de ça aussi dans les colloques qu'on organisait le CAM pour notre conférence Mathematics and Computational Music Conference, avec un dialogue, dans un dialogue avec Pierre Boulez. Il dit, en fait, c'est à propos de l'articulation entre temps et espace, et en particulier algèbre et géométrie. Il dit que la musique s'inscrit dans les temps exactement comme l'algèbre. Dans les mathématiques, il y a cette dualité fondamentale entre d'un côté la géométrie qui correspond aux arts visuels, aux images mentales, et de l'autre côté il y a l'algèbre qui s'inscrit dans une temporalité. Cela s'inscrit dans les temps, c'est les calculs, quelque chose qui est très proche du langage et qui en a la précision diabolique. Voilà. Je pense que ça résume assez bien un certain nombre des réflexions qu'on a menées ensemble. Alors, je vais essayer de développer un petit peu ça à la lumière en fait, des trois propositions théoriques, trois compositeurs avec trois styles différents. Anatole Vierou, un compositeur roumain qui s'inscrit un peu dans les courants modales, de la musique modale folklorique roumaine. André Ghiot, compositeur algorithmique, et Julio Strada, compositeur mexicain, plutôt attaché à la notion des timbres. Alors les trois, en fait, ont une perspective théorique sur l'algèbre, c'est ça qui m'intéresse dans cette communication. Les trois sont des auteurs d'ouvrages importants. Alors, Anatole Vierou, il a publié Carte Modulibro, c'est des livres de mode dans les années 80 qui résument en fait 20 ans de recherche sur les modes, les gammes, les rythmes. D'un point de vue algébrique, les Book of Modes est publié après avec une version, en fait, c'est une version élargie de l'ouvrage en français, enfin de l'ouvrage roumain. André Ghiot est à l'origine d'une classification de ce qu'on appelle les cycles équilibrés ou les séries tout intégrales, qui a proposé déjà avant les théoriciens américains dans les années 70, fin des années 60, début des 70. Vous trouverez dans les deux volumes qu'on a publiés dans la collection Musique Science, Formalisme et modèles musicaux, un peu la somme théorique des écrits qui a développé en complicité avec Marcel Ménage, qui est son compagnon de route informaticien mais aussi compositeur. Et Julio Strada, auteur d'un ouvrage sur la théorie des groupes finis en musique, et aussi d'une thèse, une thèse soutenue à l'université de Strasbourg en 1994. Je pense que Martha était dans le jury à propos de la notion de continu et de discontinu et des théories compositionnelles. Alors, c'est la combinatoire qui est important ici et l'algèbre, en fait, dans le problème de la classification des structures musicales. Alors, chez Vierou, on a des tables de classification. J'ai amené un bouquin, un exemplaire de Book of Modes qui est assez rare, en fait. Donc, si vous voulez après le regarder, où on trouve en fait un catalogue exhaustif de ce qu'on appelle ce qu'il appelle les modes. En général, en fait, ce sont des gammes, ce sont des accords modulant une relation d'équivalence et la transposition, donc sont des classes d'équivalence modulo la transposition. C'est l'un des premiers catalogues exhaustifs. On verra tout à l'heure d'autres catalogues. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, voilà, il y a l'algèbre qui rentre comme calcul, et chez Riot, pareil, il y a les cycles équilibrés, mais il y a aussi une formalisation très intéressante de certains modes, ça c'est les modes de transposition limitée, avec la théorie des cribles, qui vient d'Xenakis, avec donc des opérations assemblistes sur des modules de périodicité. Les derniers, Julio Strada, lui aussi, il a un catalogue de textures, 77 possibilités, avec voilà, cet espace que je vous présenterai. Alors les trois, en fait, s'inscrivent dans une démarche combinatoire qui remonte à Mersenne, on a parlé hier avec Jean-Pierre Luminet, l'harmonie universelle. C'est lui, en fait, qui introduit cette représentation circulaire qui vaut à la fois pour les notes, mais aussi pour les planètes. Là, vous voyez les graphes complets, en fait, des relations entre les notes, des intervalles.
Alors, les problèmes à l'origine, c'était un problème combinatoire, calculer les nombres de mélodies qu'on peut faire étant donné un certain nombre d'objets, avec répétition, sans répétition, et donc ça donnait en fait les calculs de probabilité, calculs combinatoires, et s'anticiper en fait les calculs combinatoires qui étaient systématisés par Bernoulli dans les traités d'Ars Conjectandi une cinquantaine d'années après. Donc là, la musique était vraiment à l'origine de la combinatoire. On verra aussi qu'elle était à l'origine de la théorie des graphes un peu plus tard. Alors l'idée c'est que vous avez la gamme de Do majeur, la touche blanche du piano, et ça devient un polygone inscrit dans l'espace, dans cette représentation, avec un outil qu'on appelle la structure intervallique qui donne en fait les intervalles à la suite. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Ça c'est un peu les labels, c'est un invariant, modulo la transposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend n'importe quel... Alors ça vaut pour les gammes, ça vaut pour les accords ou pour les modes. Selon Virou, un mode, c'est tout simplement un ensemble de classes de résidus, carrément dans la chair. Ça, c'est une définition qu'on trouve dans Carte Modulino, mais qui en fait reprend une définition qu'il a donnée déjà dans les années 60. Je pense que c'est l'un des premiers en Europe qui voit qu'en fait, quand on manipule les gammes, en fait, on manipule des classes de résidus, modulo n, les groupes cycliques. Aux États-Unis, il y avait Milton Babbitt qui faisait des recherches exactement sur le même sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des transpositions? Quand on fait des transpositions, on fait des additions, modulo 12 dans ces cas-là. Donc, en fait, on fait des rotations. Et on passe, par exemple, des Do majeurs, comme ici, voilà, à Do dièse majeur, simplement en ajoutant quelque chose. Vous voyez aussi le déplacement des Do majeurs. Donc, c'est une translation temporelle, mais c'est une rotation dans notre polygone. Il n'y a pas que des transpositions. Dans la musique, il y a des inversions qui correspondent à des différences, des soustractions, avec des axes de symétrie. Ici, je vous donne 3 exemples. Comment passer d'un accord majeur, Do majeur, à un accord mineur qui partage 2 notes sur 3. Donc il y a 3 possibilités. Ici, des Do majeurs à la mineure. Alors ça, c'est les théoriciens néo-riemanniens appellent ça les relatifs. C'est ça qu'il y a les lettres R. Il y a une autre possibilité, Do majeur, Do mineur. Vous voyez, chaque fois, en fait, il y a 2 notes qui sont partagées et qui sont en commun, et un qui passe de l'autre côté. Donc ça, c'est les parallèles. Et la troisième et dernière possibilité, les L, comme Linnington, ou sensible, on passe des Do majeurs à Mi mineur. Donc 3 symétries qui correspondent en fait à des symétries axiales, à des inversions bien connues en musique. Alors, juste pour vous donner un petit peu quelques outils qui vont nous servir, par exemple, les modes à transposition limitée des Messiaen. En fait, ce sont des configurations, comme dans ces cas-là, des modes, qui sont invariants modulo une rotation, c'est-à-dire modulo une transposition. Donc là, on a les demi-tons, les modes orthotoniques, qui vous voyez ici représentés, invariants, par exemple, par une rotation de 45 degrés, 90 degrés, je me suis trompé, 180 degrés, etc. Alors, chez Virou, il y a une idée qui est très originale, en fait, c'est une idée des compositions de structures modales. Les structures modales sont les structures intervalliques. Et c'est ça les vrais objets en musique. Ce n'est pas les notes, ce n'est pas les sons, mais c'est des intervalles. C'est une partie intervallique. The book of modes, from modes to a model of the intervallic musical thought. De mode à un modèle de la pensée musicale intervallique. Alors, on peut composer les modes, ça veut dire qu'on prend par exemple les tritons, 6-6, on les compose avec cette mode des 3 éléments, Do, Do dièse, Ré dièse, qui correspond à la structure 1, 2, 9, et en fait, ça veut dire qu'on transpose les degrés, une structure sous les degrés du deuxième. On fait des unions ensemblistes et en fait, on trouve, dans ces cas-là, un mode qui a la propriété de Messiaen. Ça, c'est un mode de transposition limitée de Messiaen. La théorie des cribles. Ici, on a 6-0, c'est les diamètres, à partir par 0, union 6-1, diamètre à partir par 1, union 6-3, à partir de 3. Et c'est un autre, la multiplication d'accords de Boulez. Alors, l'algèbre permet de concilier Boulez, Xenakis, ce qui est pas mal, en fait, et la théorie modale. Alors, juste un petit survol sur la théorie des cribles, parce que ça va nous servir pour Riot. La théorie des cribles, c'est, selon Xenakis, une théorie qui, en fait, capture quelque part, est issue d'une axiomatique de la structure universelle de la musique. On est dans les années 60, on croit vraiment on parlait de structuralisme, mais on reviendra. On croit au pouvoir des structures. Là, vous avez un espace, qui est l'espace des entiers, qui est juste la gamme chromatique infinie, qui est 1 index 0, parce qu'en fait, on va des 0 et on bouge à pas des 1. Et on peut cribler, c'est ça la théorie des cribles, on crible selon des modules qu'on choisit. 2 index 0, ça veut dire on part des Do et on bouge à pas des 2. Donc là, on a la gamme par ton, par exemple.
pareil, de index 1, on aura la gamme partant, mais à partir de Do dièse, avec donc l'union fait tout le total chromatique, l'intersection est vide, etc. Donc ça, c'est bien expliqué dans les ouvrages théoriques des Xenakis. Alors, chez André Riot, en fait, Riot prend le départ d'un problème qui est soulevé par Xenakis, qui aimerait bien donc formaliser, par exemple, tous les modes de transposition limitée avec cet outil. Hein. Et il y a une note dans Formalized Music qui dit, voilà, je prépare un catalogue des modes de Messiaen, ça sera prêt, peut-être ça sera publié prochainement, mais en fait, voilà, c'est pas le cas. Donc Riot se plonge dans cette question pour avoir un catalogue exhaustif. Donc là, vous voyez, par exemple, comment on peut formaliser cette gamme octotonique qu'on a vue tout à l'heure, hein, ici, comme simplement l'union assembliste des périodicités des trois, c'est-à-dire les tétracords diminués, hein, à pas 0 et à pas 1. Donc les deux carrés, hein, qui sont juste dans l'union fait exactement la gamme octotonique. Alors chez Riot, on va plus loin parce qu'en fait, rien ne nous empêche d'avoir un espace qui est représenté, indexé par des entiers, mais qui n'est pas lisse, hein, qui n'est pas régulier. Donc son espace de base, 1 index 0, en fait c'est un rythme qui peut être très complexe. Hein, et son idée, c'est maintenant, au lieu de cribler les hauteurs, on crible les durées, hein, et les ancêtres, les dates, hein, les points d'attaque, mais en fait en généralisant un petit peu l'idée, c'est-à-dire en prenant n'importe quel espace. Donc c'est comme ça qu'avec des opérations assemblistes, alors ça c'est décrit en détail dans un article publié avec entre autres Gérard Sayag, Emmanuel Amiot, Claudie Malherbe, et je l'ai repris si vous êtes intéressé dans un article publié dans les 2 volumes, en fait, dans l'un des 2 volumes consacrés aux théories de la composition musicale au XXe siècle, édité par Nicolas Danan et Laurent Fénérou. Il y a un chapitre sur la musique algorithmique où je retrace un petit peu l'histoire de la musique algorithmique, parce qu'effectivement, ce type de partition gouffre, chez Riot vient exactement de ces procédés, de cette généralisation de la théorie des clips au niveau des rythmes. Donc en fait avec les listings de l'époque, hein, vous voyez ici à gauche, et la partition ici, on a des pièces qui, donc je vous passe un extrait, qui donne voilà, ce caractère algorithmique, mais aussi à la fois produit en fait par des périodicités strictes. C'est ça qui est assez intéressant. C'était une pièce pour les percussionnistes de Strasbourg, hein, à l'origine, mais qui n'a pas été créée. Donc là, il y a les modèles informatiques uniquement. La simulation, si vous voulez. Bien. Donc vous voyez, on peut obtenir de la complexité en fait à partir des juste opérations assemblistes, union, intersection complémentaire des périodicités. Une fois qu'on a choisi notre terrain, notre espace de façon qui n'est pas régulière. Alors, ça serait réducteur bien évidemment de limiter la démarche de Riot à cette démarche algorithmique, je crois qu'elle est très importante. Mais il y a le problème des calculs inconscients. Alors là, c'est une question qui a été justement posée par Gérard Berry hier. L'effet qu'en fait les compositeurs ont une vieille idée qui vient de Leibniz, hein, au fait de la musique avec calcul d'arithmétique cachée qu'il en fait un son dessus. Hein, ça c'est très cité comme expression. Mais donc là, on voit dans la dernière phase de l'activité de Riot, avec cette pièce Météorite et Métamorphose, qui a été récemment enregistrée par Thérèse Melanco, il parle clairement en fait, d'une utilisation en fait, sans préparation ni conception consciente en fait, du matériau, une relative simplicité retrouvée au-delà des théories et des tendances, mais quand même il y a des variations dans lesquelles il fait usage de ces matériaux cycle équilibré, ce rythme d'intervalle qui est très contraignant et qui ressort un petit peu du subconscient, hein, on pourrait dire. Donc je vous passe un petit extrait des météorites, les débuts, hein, c'est un peu sous le modèle des variations Goldberg. Si vous voulez. Il y a une aria, là c'est des météorites, après une série de variations. Voilà la météorite qui engendre tous les autres par métamorphose.
Voilà, comme je vous disais, il y a quelques variations dans lesquelles on retrouve les matériaux des séries tout intervalle. Ça n'a pas été analysé, là j'ai juste pris une variation et pour regarder si effectivement on a ça et on retrouve ça. C'est assez parlant. On voit, c'est quoi une série tout intervalle? C'est une série dodécaphonique, 12 auteurs, mais aussi tous les intervalles. Donc les 11 intervalles, à partir ici, donc cette note, Fa, vous voyez, ça devient un cycle dirigé, hein, au lieu d'être un polygon inscrit dans le cercle, ça c'est un parcours, un graphe dirigé, et tous les intervalles sont différents. Donc je vous passe un petit extrait pour vous donner un petit peu la sonorité d'un cycle équilibré qui apparaît spontanément, hein, des subconscients des compositeurs. Juste un petit extrait. Il faudrait l'analyser. La pièce n'a pas encore été analysée, donc voilà, c'est une invitation aux musicologues qui veulent s'y coller. Alors, chez Vierou, il y a une idée qui résonne un petit peu avec cette idée des pavages et des canons, vous verrez. En fait, c'est cette composition, hein, des structures intervalliques qui marche bien aussi pour des modes qui ne sont pas octaviens. C'est-à-dire là, vous avez un mode avec la structure intervallique. Ça ne peut pas être un polygon inscrit dans les cercles parce que la somme, ça fait plus que 12. Et en fait, ce mode est déployé, hein, multiplié avec 2 index 1, c'est-à-dire la gamme par ton à partir de Do dièse. Ça veut dire qu'en fait, ces modes, cette rouge, hein, est déplacée, hein, transposée sous les degrés du bleu, hein, qui sont en fait la gamme par ton. Et là, vous voyez en fait qu'est-ce que c'est un canon rythmique. Hein. Interpréter rythmiquement, ça veut dire avoir un rythme qui est décalé dans les temps selon les informations contenues dans un rythme, en fait, une classe intervallique qui donne les entrées de blocs. On peut avoir des superpositions comme ici, on peut avoir 0 superposition, dans ces cas-là, on a un pavage. Hein? 0 trou, 0 superposition, ça donne les pavages de la ligne par translation d'un pavé, et ça c'est un problème très intéressant, parce qu'on n'a pas de conditions nécessaires et suffisantes aujourd'hui pour dire qu'un sous-ensemble des entiers par translation. Ça pourrait sembler banal, mais en fait, ça touche à des conjectures ouvertes, à la conjecture spectrale, Foucault-Lédé, en fait, qui est ouverte en dimension A et 2. Et c'est à travers les techniques de construction des canons rythmiques qu'on essaye d'approcher cette conjecture, hein, de l'attaquer. Alors, à quoi ça sert une telle multiplication? Ben, ça sert à construire des gros blocs, en fait, d'accord. Alors ça, c'est les blocs sonores qui est utilisé dans une opéra, Jonas, 1976, d'Anatole Vierou. C'est un bloc en fait qui est une sorte de matériau, hein, en fait, un bloc qui est sculpté au fur et à mesure avec un procédé de criblage un peu différent chez Xenakis, mais un peu lié plutôt au crible d'Ératosthène. Hein. On enlève au fur et à mesure des entiers pour obtenir les nombres premiers. Là, on enlève des notes au fur et à mesure pour
rester en fait pour mettre les matériaux, déployer les matériaux dans les temps. Alors, ici, la référence à Escher n'est pas anecdotique, parce que dans l'opéra, il y a les tableaux d'Escher qui est projeté, même une vidéo en fait, qui montre la métamorphose comme acte originel, ici, et en fait une sorte de déploiement du matériau dans les temps. Donc je vous fais écouter, alors ça c'est la partition, un extrait de partition analysée par Louis Nastan, qui a consacré en fait, une thèse, entre autres, à la question de la romanité musicale. Donc il y a un chapitre consacré à Virou, très précieux, parce qu'il n'y a pas énormément d'études sur ce sujet. Donc, écoutons ensemble les débuts, les blocs sonores et quelques mesures qui donnent la transformation, c'est une métamorphose. Comme vous savez, dans les tableaux d'Escher, à la fin, on retrouve à nouveau la métamorphose. Et le compositeur renverse la flèche du temps. Donc, en fait, il y a, si vous voulez, les mêmes blocs qui est employé, mais avec une bande sonore qui est préenregistrée, qui est superposée au jeu de l'orchestre, mais inversée, avec une lecture à l'envers. Alors, ça donne quelque chose d'assez nouveau, je pense, pour cette sonorité à la fois modale et ces techniques. Alors là, vous voyez l'organisation formelle avec une métamorphose, une série de tableaux dans l'opéra et la métamorphose finale, qui est la lecture à l'envers de la première métamorphose. Sculpte à l'envers. Alors, on a vu les transpositions, on a vu les inversions, on peut faire des multiplications en musique. Donc, ça, les multiplications, en fait, sont des applications affines. On transforme tout ce qui est touche blanche du piano en part chromatique. Donc, on transforme la gamme diatonique, par exemple, vous voyez, en fait, toutes les touches l'une après l'autre. C'est ce qui sert pour Anatole Virou pour faire une mesure, en fait, de la diatonie et de du degré du diatonisme et des chromatismes de chaque mode. Et là, c'est une jolie citation, je trouve. Les diatonismes et les chromatismes ne peuvent pas être envisagés en termes de simplicité ou de complexité, comme le ferait une certaine musique contemporaine, mais, comme on le pensait jadis, il s'agit plutôt d'une question d'unité des contraires dans les groupes cycliques. Et on sait bien, en fait, on passe du diatonique au chromatique juste en multipliant par un facteur premier avec 12, donc dans ces cas-là, c'est un exemple d'application affine. On peut faire plus que ça, on peut faire des permutations, en fait, des permutations sous les structures intervalliques. On passe, en fait, des touches blanches du piano, 2-2-1, 2-2-2-1, à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la gamme diatonique. Mais, en fait, c'est juste une permutation des valeurs de la structure intervallique et une lecture en ordre lexicographique. Donc, on passe des 7 rouges au bleu. J'ai mis un index E, en fait, parce que c'est une partition, au sens mathématique, partition de 12 ensembles d'entiers, et E, parce que ça vient des Estrada. Ça, c'est les derniers auteurs que je vais aborder. Vous voyez cette représentation, ça, c'est un permutuel, un espace combinatoire, en fait, dans lequel Estrada place tous les accords, aussi tous les modes, à partir de la note jusqu'au total chromatique, en ordre, donc, tous les intervalles, tous les ensembles de 3 notes, 4 notes, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et les total chromatiques. Notre gamme diatonique, les touches blanches du piano, elle se trouve ici.
Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre un représentant, on prend la gamme, on prend la gamme diatonique, on regarde la structure intervallique, on permute les intervalles et on prend celui qui est en ordre lexicographique, le premier. Donc là, c'est les représentants de la gamme diatonique. Voilà, et comme ça, on réduit énormément le catalogue. Et cette idée, en fait, ça c'est un peu les cas les plus radicaux qu'on peut avoir, en fait, des réductions dans l'espace combinatoire. Vous avez 2 puissance 12 possibilités comme sous-ensemble possibles, mais au fur et à mesure que vous avez des groupes de structures algébriques, les groupes de transposition qui opèrent, les groupes diédrales de transposition inversion, les groupes affines, on les a vus, et les groupes symétriques, vous réduisez l'espace combinatoire. Donc en fait, on a des catalogues d'accords. On passe des 352 possibilités avec les catalogues de Virou, on le retrouve aussi chez Koster ou Zalewski, au catalogue de la set theory, forte, à 200 quelques possibilités, au catalogue d'application affine, orbite affine avec Mazzola et Maurice, au catalogue d'Estrada, tout petit, 77 textures, 77 partitions des 12. Alors là, juste pour vous donner une petite renvoi à des perspectives un peu philosophiques, je trouve que Gilles Garçon-Granger, qui a beaucoup réfléchi à la notion de dualité entre l'objectal et l'opératoire, l'objet et l'opération, en fait, quand il parle en fait de la notion de groupe, il dit qu'en fait il y a une espèce de réduction, c'est la notion de groupe qui donne le sens précis à l'idée des structures, et en fait, comme vous pouvez le dire, intégrer les résultats symbolisés d'une expérience nouvelle revient à créer un canevas nouveau, un groupe de transformations plus complexe et plus compréhensible. C'est exactement notre approche qu'on suit en analyse musicale, une approche paradigmatique. On a une musique à analyser et on se place dans différents contextes, différents groupes, selon le type de répertoire qu'on veut analyser. Et donc, dans les permutoèdres d'Estrada, voilà, vous avez ici l'énumération d'orbites, selon le type de groupe. Vous voyez, par exemple, les hexaccords. On passe de 80 à 50, à 34, à 11 hexaccords possibles, parce que chaque fois, on a réduit l'espace. Alors, l'espace devient un paramètre de style. Pourquoi? Et ça, c'est l'idée d'Estrada que je trouve très originale. C'est qu'un compositeur envahit plus ou moins une partie de cet espace. Donc, Beethoven, par exemple, dans ses quatuors numéro 17, il se limite à une portion. Cet espace s'appelle aussi la carota, chez Julio Estrada, pour des raisons, comme vous voyez, en fait, des similarités formelles. Donc, la conquête de la carota par un compositeur peut dire quelque chose de son style. Donc, Beethoven est très différent de Bartók, dans lequel vous voyez l'espace qui est conquis, ou des Schoenberg. Et donc, l'espace devient un paramètre quelque part un paramètre du style, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et juste 2 petits exemples musicaux de Julio Estrada, dans des pièces comme Canto Occulto, par exemple, on voit bien ce procédé des segmentations. Ça c'est une pièce pour violon, solo, 1977. C'est le moment où il réfléchit à cette idée de catalogue, donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est vraiment la période dans laquelle les idées théoriques sont en gestation, avec donc des idées compositionnelles. Vous voyez ici les procédés de segmentation dans lesquels donc, on a en fait, des imbrications, et au fur et à mesure, vous voyez l'espace qui est conquis par les compositeurs. Donc je vous passe un petit extrait de Canto Occulto, Irving Arditi qui joue. Bien évidemment, il faut des tests pour instruments pour comprendre cette idée de la combinatoire au niveau vertical, des textures. Donc, dans Canto Naciente, au chlore à cuivre, il utilise la théorie des groupes, le groupe des rotations du cube dans l'espace pour positionner les différents instrumentistes. Donc, ça, c'est un groupe très cher aussi à Xenakis, avec la pièce Nomos Alpha. Et là, il y a véritablement dans un choral que vous trouvez dans cette pièce, l'idée qu'on passe en fait des textures verticales, qui sont des blocs sonores, mais avec une notion de distance qui permet en fait de glisser
de glisser, d'avoir des transformations continues entre les différentes structures. Donc je n'ai pas le temps de vous faire écouter, mais voilà, quand on assiente, voilà l'espace, cette fois qui est considéré. Alors, une chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans les recherches qu'on mène à l'IRCAM, on s'intéresse beaucoup au tone net, c'est-à-dire cet espace néo-riemannian dans lequel, effectivement, on a des opérations des relatives, parallèles et binitones entre les accords majeurs et mineurs. Et alors, si vous voyez, ici, j'ai pris l'élément qui correspond à l'accord majeur ou mineur, c'est les mêmes selon ce cas-là, qui est les 3, 4, 5 ici. En fait, 3, 4, 5, quand on fait ces trois éléments, on fait 3 factoriels, donc ça fait ici ces possibilités, donc 6 accords, qui en fait correspondent exactement à, vous voyez, en fait, à la cellule génératrice en fait, de ce qu'on appelle les tone nets. Donc là, vous avez comment passer d'un accord majeur à un accord mineur en partageant 2 notes sur 3, et cette cellule qui est élargie à tout l'espace, en fait, ça donne l'espace qu'on appelle ces réseaux qui viennent de l'air, réseau tone nets. Là, on est dans un espace fermé, en réduction à l'octave, donc on est dans comme vous pouvez voir, 2 axes qui engendrent cet espace, axe de tierce majeur et axe de tierce mineur, avec les quintes en diagonale, un carré avec 2 côtés opposés qui sont identifiés. Donc la première identification en cylindre, deuxième identification, et ça fait les tores. Bien connu en théorie de la musique, par exemple utilisé par Mazzola pour une théorie du contrepoint basée sur ce type de structure. Alors là, Euler nous sert en fait pour montrer que la musique était à l'origine de la théorie des graphes. C'est Mersenne recombinatoire. Euler, c'est le problème des points des Königsberg dont Jean-Pierre Lumini a parlé hier, mais qui en fait avait un véritable écho musical. Vous êtes dans une tonalité, quel type de parcours puis-je faire pour toucher toutes les tonalités et arriver à une tonalité finale? Alors, ça montre en fait la musique comme pouvoir générateur par rapport aux idées, mais ça nous donne aussi d'autres pistes de recherche. Là, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Cet espace, les tone nets par exemple, on peut le construire par auto-assemblage. D'un point de vue informatique, on a un paradigme de programmation qui est le calcul spatial, et ça c'est un projet qu'on mène en collaboration avec Jean-Luc Jalito, de l'équipe Mutant. Et en fait l'idée c'est qu'à partir des structures intervalliques, des types d'accords, on peut laisser l'espace se former tout seul. Donc auto-assembler, si vous auto-assemblez des accords majeurs et mineurs, en fait vous obtenez comme ça s'appelle aussi les complexes simpliciales, associés à cette sorte de construction de l'espace. Là, vous avez le tore. Mais ça, c'est une parmi les possibles auto-assemblages. Vous changez des types d'accords, vous changez d'espace. Et alors, c'est ça où on touche à la question du style. Je vous montre un petit exemple, un choral bien allemand des Bach, à gauche ici. Qui est transformé par transformation de l'espace sous-jacent en quelque chose qui n'a plus les mêmes parfums. J'ai simplement changé les axes et donc les relations de proximité entre les intervalles. Donc c'est tout topologique en fait de l'espace. Donc ça nous renvoie en fait à quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure, cette généalogie morphologique du structuralisme. Selon Darcy Thompson, un poisson comme celle-ci et les poissons lune, je pense, en fait c'est les mêmes espèces, c'est seulement l'espace sous-jacent en fait qui les déforme. Donc, on peut classer les espèces selon les types d'espace dans lesquels on plonge les objets. Un peu comme on peut classer des styles selon les types d'espace qu'on utilise. Et la question du style, vous voyez ici, chez Lévi-Strauss, c'est le central. Il dit en fait clairement en fait, que c'est l'un des outils opératoires majeurs dont nous disposons pour essayer de comprendre la corrélation entre la nature et la culture. Et dans les domaines de la musique, il se réfère explicitement à ça, il ne fait aucun doute, dans mon esprit, il est possible de passer d'une mélodie classique à une mélodie moderne par une transformation purement mathématique. Alors, passons sur les raccourcis entre mélodie classique et mélodie moderne, mais voilà, c'est ce type d'outils mathématiques qui montrent bien en fait, qu'il y a
qu'il y a, voilà, que l'espace capture quelque chose du style. Alors là, je conclue avec une citation de Xenakis, parce qu'on a beaucoup parlé de théorie scientifique. Alors cet artiste aujourd'hui, les musiciens, les compositeurs, les musicologues, selon Xenakis, il doit être doté de connaissances suffisantes en mathématiques, logique, physique, chimie, biologie, génétique, paléontologie, en raison principalement des problèmes que pose l'évolution des formes. Et donc ça, c'est... Ieso a déjà cité ces passages. Je pense que c'est un programme de recherche pour nous, pour les musicologues computationnels, pour les compositeurs intéressés, et on a fait, je pense, pas mal de progrès depuis les années 80. On a une revue, un comité de lecture de mathématiques sur mathématiques musique, une société savante, des ouvrages, des modélisations. Vous avez ici des objets, des orbifolds qui rentrent pleinement en théorie de la musique. C'est un peu vraiment la filiation des Vierou, Riot et Strada. Je vous remercie pour votre attention.